Alors je continue donc sur le cours sur les boucles. Dans la vidéo précédente, j'ai donné la correction des exercices que j'ai proposés, à commencer par les deux programmes que j'ai déjà corrigés, donc là, et puis la trace du programme qui faisait le calcul de A de B à la puissance 1. D'accord, ça c'est donc corrigé. Ensuite j'ai repris les exemples ou l'exemple du PGCD de deux manières, avec la boucle tant que et faire tant que. Et là ça a été donc corrigé. Et puis j'ai traité la somme alternée 1 plus 1 demi moins 1 tiers. Ensuite la somme qui est l'expression de l'exponentielle. Là il y avait une petite erreur, donc factoriel qui a sauté, et puis il y avait les guillemets ici, d'accord. Justement il faut faire attention là, c'est parce que donc c'est des petites erreurs de frappe là, d'accord, surtout pour les guillemets là, des fois. Donc c'est l'autre modèle de guillemets qui sort. Et puis il y avait le for, il me semble, hein, il y avait le for qui était en majuscule, le F qui était en majuscule quelque part. Bon, ça a été rectifié, mais faites attention s'il vous plaît en programmant, hein. Là c'est sur les slides, c'est une chose, et quand on passe au code, ben, il faut rectifier ces petites erreurs. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est juste des petits coquilles de frappe, d'accord. Et donc on continue maintenant avec la suite. Nous allons voir la boucle for. Nous avons vu donc le tant que, le tant que qui est le while, et le faire tant que qui est le do while. Et puis maintenant c'est la boucle pour qui est le for en C. Alors elle permet aussi d'exprimer la répétition tout aussi bien que tant que et faire tant que. Seulement celle-ci, elle utilise forcément une variable de contrôle ou une variable compteur, alors que le tant que et le faire tant que, c'est juste une condition, hein, d'accord. Parfois on utilise un compteur, comme parfois on se contente d'une condition sur une expression, d'accord, une donnée à lire, d'accord. Mais la boucle for, la variable de contrôle est indispensable. On ne peut pas avoir un for sans variable de contrôle. Il sera incrémenté ou décrémenté, d'accord. Voilà, donc je vais donner l'expression de la boucle pour. Alors, pour variable expression 1 à expression 2, là c'est l'expression, c'est la valeur, expression 1 c'est la valeur initiale que va prendre la variable, d'accord. Et à expression 2, c'est la valeur finale que va prendre la variable de contrôle. D'accord. Donc là, en quelque sorte, on va faire une initialisation de la variable. Et là, c'est pour tester si on est arrivé à la valeur finale de la variable. D'accord. Alors, il peut s'agir d'une incrémentation comme il peut s'agir d'une décrémentation. Mais quand le pas est 1, il est omis. C'est-à-dire, on ne fait pas figurer le pas quand il vaut 1. D'accord. Alors, on sort de la boucle quand on aura atteint, ou la variable aura atteint la valeur finale. D'accord. La valeur finale, ici, c'est donc l'expression 2. Quand on passe en C, on a une expression 1 dans le for, une expression 2 et une expression 3. Une expression 1 qui est une initialisation. L'expression 2, c'est la condition d'arrêt ou la sortie, la condition de sortie de la boucle. Expression 3, c'est la façon d'avancer dans la boucle, c'est-à-dire si on fait une incrémentation, c'est avec quel pas on incrémente. Si on fait une décrémentation, c'est avec quel pas on décrémente. D'accord. Et le bloc, c'est parce que s'il y a une instruction, ça passe, mais s'il y en a plusieurs, il faut les englober dans un entre accolades, d'accord, pour que ça fasse une seule instruction.
parce que la syntaxe ici exige une seule instruction. Quand on en a plusieurs, on utilise la notion de bloc. D'accord? En algorithmique, c'est ce qu'on a exprimé par début-fin. On cache toutes les instructions qu'on a dans un paquet début-fin pour que ça apparaisse pour une seule, parce que la syntaxe du pour exige une seule instruction. Alors, si j'oublie l'accolade ou j'oublie le bloc début-fin, il va prendre juste une seule instruction et laisser les autres. D'accord? Et comme c'est tout le paquet qui doit tourner dans la boucle, il faut les englober en C par des accolades, accolade ouvrante, accolade fermante. Et dans un algorithme, un bloc début-fin. On l'a déjà vu en présentiel. Alors, ici, donc, cette expression for, expression 1, expression 2, expression 3 est équivalente en réalité à une initialisation dans le while, c'est-à-dire une expression 1 qui est l'initialisation de la variable compteur ou la variable de contrôle. Puis, la while expression 2, c'est la condition de rester ou de sortir de la boucle, condition d'arrêt de la boucle. Et puis bloc, dans le bloc, on va trouver l'expression 3 qui est en fait l'instruction qui incrémente ou décrémente la variable contre. Elle est à l'intérieur du bloc. D'accord? Alors, en général, dans une boucle while, on ne connaît pas a priori combien d'itérations on va faire. C'est selon ou suivant une condition qu'on va itérer. D'accord? Tout dépend de la condition, si on reste ou on sort. Mais quand on utilise la boucle for, c'est qu'on sait combien de fois on va itérer. C'est-à-dire on connaît a priori le nombre d'itérations qu'on va faire dans cette boucle-là. D'accord? Le nombre d'itérations est connu. D'accord? Vous avez vu le cas du PGCD. On a utilisé while parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas utiliser un for. On ne connaît pas a priori combien de fois on va itérer tant que le reste n'est pas nul, ça c'est sûr. Tant que le reste n'est pas nul, on va itérer. Donc c'est suivant la condition que R est différent de 0 qu'on va rester et itérer dans la boucle. Quand R devient nul, on sort. Mais on ne peut pas utiliser le for parce que le for, si on l'utilise, on doit connaître combien d'itérations on va faire. D'accord? Là, il y a juste une précision à ajouter, c'est que expression 2 peut être une condition composée, c'est-à-dire une expression composée de plusieurs conditions avec les connecteurs ou et. D'accord? Rien n'empêche. D'accord? Voilà. Et donc, c'est au niveau de expression 3 qu'on va apparaître le pas d'incrémentation, de combien va évoluer la variable de contrôle. Voilà. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la boucle for ou la boucle pour. Et la suite, donc, s'il y a des précisions, on va les ajouter par la suite. Alors, prenons des exemples. Si je veux afficher les 10 premiers nombres entiers, on va dire les nombres de 1, 2, 3 jusqu'à 10. Je veux juste utiliser une variable compteur i, variable de contrôle i, qui va compter de 1 jusqu'à 10. Donc, la variable, je la décris ou je la déclare comme étant entière. Et je vais l'initialiser à 1. Et tant que i est plus petit ou égal à 10, là c'est avec tant que je suis en train de la faire, donc, la boucle tant que i n'a pas dépassé 10, je vais faire quoi? Je vais afficher sur l'écran la valeur de i, incrémenter le i, va passer à i plus 1, et c'est ça, ces deux instructions qui vont tourner jusqu'à i devienne 10. Maintenant, il faut juste remarquer ici, quand j'utilise un tant que, il faut mettre l'initialisation, l'instruction d'initialisation, ça j'ai toujours répété, il faut penser à incrémenter votre variable de contrôle. Toujours l'initialisation et l'incrémentation de la variable de contrôle pour que le tant que puisse évoluer et avancer. D'accord? Si j'oublie d'incrémenter, il va pas avancer du tout. D'accord? Alors, la différence qu'il y a entre le tant que et le pour, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que la boucle pour, c'est elle qui va faire ces deux instructions pour moi. C'est-à-dire c'est elle qui va initialiser et c'est elle qui va incrémenter pour moi. Donc, elle va le faire automatiquement. Hein. Je n'ai pas à le préciser moi-même. D'accord? Et donc, regardez, observez la différence là. L'expression 1, c'est-à-dire
la valeur initiale, d'accord, le i va démarrer à 1 et il va arriver à la valeur finale 10. Donc pour i allant de 1 à 10, faire quoi? Juste afficher i. Alors que là, j'avais d'abord à initialiser, ensuite à incrémenter. C'est des choses que je ne dois pas oublier quand j'utilise un tant que ou un while, d'accord? Pour, elle le fait pour moi. Vous voyez que le code est plus réduit ici. Donc, il n'y a pas d'initialisation ni d'incrémentation quand j'utilise de la variable de contrôle, quand j'utilise le pour ou le for. Regardez le code C comme il est réduit ici et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on a tendance à utiliser toujours le for quand on connaît le nombre d'itérations. Ça serait bête d'aller utiliser un while alors que je connais combien d'itérations je vais faire et je suis sûre que le code que je vais faire sera très réduit. D'accord? J'en profite en tout cas. On en profite du for tant qu'on peut. D'accord? Quand on connaît le nombre d'itérations, on va directement au for. D'accord? On utilise for. D'accord? Voilà. Regardez. Je déclare mon i comme étant un entier. Et je fais directement, ça c'est l'expression 1, c'est l'initialisation. Ça c'est l'expression 2 qui est la condition à tester pour rester ou sortir de la boucle, ou sortir ou arrêter la boucle. Et là, c'est la façon c'est comment va évoluer ma variable compteur. De quel pas, de combien c'est quel pas qui est utilisé. Comment elle va évoluer, c'est comment elle est incrémentée ou décrémentée si c'est une décrémentation. Mais attention, quand il s'agit d'une décrémentation, je commence par une valeur finale pour arriver à une valeur initiale. C'est-à-dire la valeur de départ doit être grande et la valeur finale petite. Et je vais faire un i moins ici. D'accord? Ça, c'est la décrémentation. La valeur initiale grande par rapport à la valeur finale, d'accord, et ici c'est i moins, c'est-à-dire je décrémente la variable de contrôle où i reçoit i moins 1. Ici je peux faire aussi remplacer i plus par i reçoit i plus 1. Voilà, continue. Alors prenons l'exemple de la factorielle. On a déjà traité cet exemple avec tant que. Alors là, je le reprends avec tant que. Là, j'ai l'initialisation du produit à 1, de la variable de contrôle à 1. Et tant que i est inférieur ou égal à n, je vais faire f égale f fois i, incrémenter le i, et ça va tourner jusqu'à ce que i devienne égal à n plus 1. Je sors. Et j'affiche f. Ici, je vais le faire avec le pour. Là, c'est uniquement f qui est initialisé à 1, mais le i, il est automatiquement initialisé à 1 par le pour et incrémenté aussi par le pour. Donc j'ai juste une seule instruction à faire ici. Là, j'ai pas besoin de bloc, j'ai qu'une seule. Il va la prendre. Alors si j'avais 2 ou 3, il va prendre juste une seule s'il n'y a pas de début fin. Et les autres, il va les laisser après la boucle. D'accord? Voilà. Ici, j'ai une seule instruction. Le code est réduit encore. Et donc, en utilisant le for, pareil. Donc, j'ai juste à initialiser, tester si i est arrivé à n ou pas, passer par pas ou avancer par pas de 1. Et quand le pas c'est 1, c'est i plus. Maintenant, on va voir des cas où le pas n'est plus 1. D'accord? Si c'est le pas est 2, c'est faire i reçoit i plus 2 ou bien i plus égale 2. I plus égale 2. Dans un cours précédent, je vous ai montré comment exprimer quand on a des deux côtés le même opérande. D'accord? Comment on exprimait les expressions quand on a l'opérande qui est dans la partie gauche et en même temps dans la partie droite. D'accord? Essayez de revoir le cours 1, il me semble, ou le résumé du cours 2. D'accord? Vous allez vous retrouver. Et donc voilà, vous avez juste donc à la fin, dans la boucle, vous avez une seule instruction et à la fin, il va sortir et afficher la valeur de la factorielle. Passons maintenant à la table de Pythagore qu'on a déjà traitée.
On avait deux boucles imbriquées, hein. Donc while, deux boucles while. La première, elle évolue de 1 à 10. La while control évolue de 1 à 10. La boucle interne évolue de 1 à 10 également. Et donc ici je vais passer à la même version mais avec le for, d'accord. Alors for ici, i égale 1, i inférieur égal à 10, i plus plus, je vais faire la boucle à l'intérieur qui est for j égale 1, j inférieur égal à 10, j plus plus. C'est juste une instruction, une seule, qui va afficher i fois j. Pas d'accolade parce que j'ai qu'une seule instruction qui va tourner dans cette boucle. Et dans le for externe, j'ai deux instructions. C'est pour ça que j'ai mis une accolade ouvrante ici, parce que j'ai le for et j'ai le print. Bon, je devais décaler un petit peu pour que ça soit au même niveau, mais c'est pas grave, d'accord. C'est que j'ai deux instructions, le for et le print, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux accolades, accolade ouvrante, accolade fermante. Et ça c'est la accolade du main, de la fonction main, d'accord. Et donc remarquez qu'il n'y a pas, hein, c'est juste une seule instruction, hein, qui est le print, alors que dans le while je suis obligé d'incrémenter et d'initialiser. Moi je pense que c'est retenu une bonne fois pour toutes. Là c'est l'affichage, c'est le résultat qui sera affiché, hein, dans votre programme. Je propose de programmer ce code et observer ce qu'il vous donne. Alors, observez ce code et surtout retenez ce que je vais vous dire. Alors, j'ai une fonction main dans laquelle il y a une variable de contrôle i que je vais utiliser dans ma boucle for qui démarre à 3. Dans cet exemple, elle démarre à 3. Elle teste cette boucle for si i est arrivé ou pas à 2. Elle va en s'incrémentant par pas de 1 pour afficher la valeur de i à chaque fois. Et quand elle termine, elle sort de la boucle, il va m'afficher, ce code va m'afficher fin du programme. D'accord? Alors, observez, c'est une incrémentation déjà. Dans la variable de contrôle, elle commence à la valeur 3 et finit à la valeur 2. En s'incrémentant. Enfin, c'est pas possible, d'accord. Dans le cas d'une incrémentation, on commence par une valeur petite et on aboutit à une valeur plus grande. Là, c'est le cas où on a la valeur de départ qui est grande par rapport à la valeur finale, alors que c'est une incrémentation. Alors, comme c'est ambigu, le for, il est sauté dans ce cas. Il n'est pas traité, il est sauté. Le programme va aller faire la suite, c'est-à-dire printf fin du programme. C'est pour ça que vous allez voir ce message, parce que la boucle for va être sautée, elle ne va pas être traitée, parce que là, la borne initiale du compteur, elle est plus grande que la borne finale. Il ne va pas rentrer du tout pour la faire, d'accord, il va la sauter. Donc c'est ce que j'ai mis en remarque ici. Dans le cas où la valeur de départ de la variable de contrôle est supérieure à la valeur finale et c'est une incrémentation, d'accord, la boucle for ne sera pas exécutée. L'exécution continue en séquence, c'est-à-dire il va faire ce qui est après le for. Voilà, donc c'est une remarque très importante. Et on passe. Là, je vais introduire l'instruction break en fait, et continue. Alors, cette instruction break, elle a été vue dans le switch. On a déjà vu. Elle nous permettait de sortir d'une branche du switch. D'accord? Et là, c'est un peu pareil, hein, dans la boucle pour ou dans la boucle for, ici. J'ai donné un exemple là. Par exemple, on veut lire 10 nombres et les afficher, mais dès la rencontre d'un nombre qui est nul, on l'affiche et on s'arrête. On sort de la boucle. Si on veut rompre, c'est-à-dire on veut sortir de la boucle, une sortie, on va dire, anormale. Je vais sortir, quitter la boucle. Tout d'un coup, je la quitte. D'accord? Je la termine pas. Un abandon, quoi. Alors, je vais faire for i égale 1, i inférieur égal à 10, parce que j'ai à lire 10 valeurs. Je vais lire ce nombre ou ces nombres-là. Bon, ici, je l'ai appelé petit n, hein, mais c'est juste dans l'affichage qui s'appelle grand N. Je vais lire ce nombre et je vais afficher le nombre que je lis. Mais quand le nombre devient nul, hein,
je quitte. Je l'affiche bien sûr, parce que je le lis et je l'affiche, mais je sors. Je continue plus à lire jusqu'au 10e nombre. J'abandonne, je sors de la boucle. Et c'est break qui va me faire sortir. D'accord? Il va m'afficher au revoir. Donc, il va sortir de la boucle, l'abandonner la boucle, d'accord? Il va sortir de cette boucle pour m'afficher au revoir. Ça, c'est là où on voit donc l'utilité de break. Hein. C'est quand je veux rompre, je veux sortir de la boucle, d'accord? Je l'utilise. D'accord? J'avais le code ici, je vais voir si je l'ai toujours. Me semble, hein, peut-être, je sais pas. Alors, comment je l'ai appelé? Voilà, l'exemple de break. Mon PC qui est lent, là, mais bon, patience. Voilà, j'ai exactement le même code. Voilà, je lis. Normalement, je dois lire jusqu'à 10 nombres. Mais bon, je vais rompre parce que dès que je rencontre un nombre qui est nul, je sors. Alors, je vais exécuter ce code. Alors, premier nombre, je vais donner par exemple 22. Un deuxième, par exemple 30. Un 1. Et tout d'un coup, je vais lui donner un 0. D'accord? Alors, il sort. Il m'affiche le 0 et il sort. Par contre, si je lui donne des nombres qui sont pas, où il n'y a pas 0, hein, c'est-à-dire aucun 0 parmi les nombres, hein, je vais donner 22. Je vais essayer de donner au hasard comme ça. Voilà. Voilà, je continue. Pas de 0 du tout. Hein. Pas de 0 du tout. Il continue jusqu'à 10. Voilà. Il évolue normalement. Voilà. Voilà, très bien. Ok, voilà. Mais break va le faire sortir dès qu'il rencontre un 0. Voilà, c'était l'exemple que je voulais vous montrer. Maintenant, je passe à la suite du cours. Alors, l'instruction continue. Elle provoque l'arrêt de l'itération en cours. C'est-à-dire que je suis à l'intérieur d'une boucle for et je suis en train d'itérer. À un certain moment, je voudrais continuer, mais à l'itération suivante. C'est-à-dire, en quelque sorte, je veux sauter celle-là, là où je suis, l'itération en cours. Je dois passer à l'itération suivante. J'ai pris un exemple ici. Là, par exemple, je veux lire 10 nombres et additionner que les valeurs paires. Alors, je ne vais additionner que les valeurs paires. Je vais lire. Si c'est pair, j'additionne. Si c'est pas pair, je vais passer à l'itération suivante. Je ne continue pas dans la même itération. Alors, je vais lire 10 nombres. D'accord? Ensuite, je vais afficher le nombre et tester. Je vais sommer que les pairs. Donc, si le nombre est pair, S plus égale N. Ça veut dire S reçoit S plus N. C'est-à-dire le nombre que je viens de lire. Else continue. C'est-à-dire, je lui dis, si le nombre n'est pas pair, allez lire le prochain. Allez à la prochaine itération. D'accord? Ok? Ça veut dire que je le fais sortir. Allez à la prochaine itération. D'accord? Continue nous permet d'aller à la prochaine itération. Ne pas terminer. Par exemple, là, si j'avais autre chose à faire dans cette itération, à l'intérieur de cette boucle, j'avais autre chose à faire. Je lui dis continue, il ne va pas terminer ce qu'il a à faire, il va aller à la prochaine itération. Voilà. Je pourrais vous donner un autre exemple dans les prochains exercices en TD peut-être, qui sera plus descriptif de l'effet de la boucle continue. Voilà. Parce que là, j'ai qu'une seule instruction qui est la somme. Mais si j'avais, par exemple, autre chose à faire, je lui dis continue, il ne va pas faire la suite. Il va sortir, aller à l'itération i plus 1. Ici, parce que c'est un pas de 1, il va aller à la prochaine itération. On va faire i plus 1 et continuer avec la suite. D'accord? Il ne continue pas dans la même itération. Je pense que c'est clair, hein, d'accord? On va passer à la suite. Alors, l'exercice 1 du TD5, écrire un programme C qui permet de lire 10 valeurs
Bon, je sais pas qu'est-ce qui nous arrive avec 10 valeurs et à la plupart des exercices avec 10 valeurs. Bon, tant pis, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire par exemple n valeurs en général. Alors, il affiche le min, la plus petite valeur parmi les 10 et le max. Là, c'est un très bon exercice. Il va lire une série de nombres. Donc, il va y avoir une boucle qui va itérer. Il va lire une série de nombres. Et il va détecter parmi ces nombres la plus petite valeur et la plus grande valeur. Alors, j'ai quoi? J'ai à lire. Je déclare un min, une variable min, une variable max. Je vais lire n nombres. N, c'est le nombre que je lis. Non, parce que là, c'est précisé, c'est 10. N, c'est le nom du nombre ou la variable nombre que je vais lire. I, c'est le compteur jusqu'à 10. Donc, je vais lire le nombre. Là, il y a quelque chose qui a sauté peut-être. Non, c'est pas, il n'y a rien qui a sauté, c'est parfait. Alors là, je vais lire une seule fois le nombre, le premier nombre. Je vais le lire ici et je vais me dire, tiens, c'est lui que je vais poser min, c'est lui qui va être mon min et c'est lui qui va être en même temps mon max. À l'aveuglette, quoi. C'est-à-dire, je vais me dire, le premier nombre que je vais lire, c'est lui le min, le minimum, et c'est lui en même temps le maximum. C'est la méthode qu'on applique toujours hein, en réalité. Mais si je trouve plus petit que lui, je le remplace. Si je trouve plus petit que le min, je le remplace. Si je trouve plus grand que le max, c'est celui que j'ai trouvé plus grand qui sera max. Et donc, je ne lis qu'une fois au départ et je me dis, ce n que j'ai lu, c'est lui le min et c'est en même temps aussi le max. Et je vais ouvrir une boucle à partir de 2, parce que j'ai déjà lu 1 ici. Je lis à partir de 2, du deuxième. Et je vais jusqu'à 10, 10 inclus, c'est-à-dire jusqu'au 10e nombre que je lis. Et je dis, enfin, il sera affiché, je dois introduire donc par clavier le nombre que je dois traiter. Et donc, je me dis, le test, ça serait quoi? Si le nombre que je viens de lire est plus petit que mon min, le min que j'ai posé ici, le premier nombre, alors c'est ce n-là qui devient min. D'accord? Encore, si le n que je viens de lire est plus grand que le max, alors c'est ce n-là que je viens de lire qui devient max. Donc, je mets à jour, en fait, le min et le max. Si je trouve plus petit que mon min, c'est celui que je trouve plus petit qui sera min. Si je trouve plus grand que mon max, c'est celui que j'ai trouvé plus grand que mon max qui sera max. Et je vais itérer, donc ça c'est tout le paquet que je vais faire, de 2 jusqu'à 10. C'est pour ça que j'ai lu à l'extérieur de la boucle une fois un nombre et je me suis dit, je suppose que ce premier que j'ai lu, c'est lui min, le min, et celui le max. Mais après, je continue à lire les autres et vérifier si réellement c'est toujours celui que j'ai lu en premier qui est min ou max. Sinon, je le remplace par les autres que je viens de lire. Et à la fin, quand je termine jusqu'à 10, j'aurai détecté le vrai min et le vrai max. Donc, le vrai min sera affiché et le vrai max sera affiché. Voilà pour l'exercice de la lecture de 10 nombres et d'afficher le min et le max. Et il me semble que j'ai le code en C, j'espère en tout cas. Si je l'ai, je vais l'exécuter avec vous. Comment je l'aurais appelé? Voilà, il me semble que c'est min max, voilà. On va vérifier. Alors, c'est exactement le même code, voilà. Il va lire et tester si c'est le min, si le max. Il a mis à jour du min et du max. Je vais donc, on va voir s'il n'y a pas d'erreur déjà. Ouais, c'est bon. Alors, j'exécute. Alors, je fais rentrer le premier nombre pour possible qu'il soit min, mais bon, je vais faire de sorte que c'est les autres, parmi les autres, qu'il y aura le min. Hein. D'accord? J'ai tapé 12 et je continue pour le reste. 33 par exemple. 22. 0. Moi, je suis sûre que 0 c'est lui le min. Hein. D'accord? Et 5 par exemple. 25. Un 99 parce que peut-être ce sera lui mon max. Voilà.
11. J'ai encore trouvé 78. Qu'est-ce qui me reste? 10. Allez. Alors, il me dit le min c'est 0 et le max c'est 80. C'est ce que j'ai voulu que ce soit, donc c'est juste. Voilà votre exemple déroulé devant vous et on passe à la suite. Voilà. Et donc, il y a un autre exemple que je vais traiter avec vous. L'exercice 2 du TD5, écrire le programme C qui permet de lire 10 valeurs. Bon, je sais pas ce qui nous arrive avec les 10 valeurs. Ils se disent toujours, mais bon, tant pis. Et affiche si moins 45 est parmi les 10 valeurs. C'est-à-dire, il va lire une série de nombres, 10 nombres, et il va m'informer si moins 45 en fait partie. Si on ne fait pas partie, il me dit, il ne fait pas partie. Il n'y est pas. Alors là, j'ai besoin d'une variable indicatrice qui me dit oui, moins 45 elle existe, non, moins 45 n'existe pas. Donc je l'ai appelé IND parce que c'est une variable indicatrice qui va m'indiquer. Moi je l'utilise à 0 quand la valeur moins 45 n'est pas parmi les nombres que j'ai lus, les 10 nombres que j'ai lus, et 1, je la mets à 1 quand elle y est. D'accord? J'ai donc un compteur pour ma boucle for i qui va donc lire, à chaque fois je vais lire un nombre que j'appelle n, mais donc je vais faire 10 lectures, c'est-à-dire je vais lire 10 nombres. Ma boucle i, elle commence, le compteur i commence à 1 et il va aller jusqu'à 10 avec un pas de 1. Et à chaque fois je lis un nouveau nombre, hein, et je vérifie s'il est égal ou pas à moins 45. Je lis le nombre, je vérifie si mon n que j'ai lu est égal à moins 45. Alors, s'il est égal à moins 45, IND va être positionné à 1. Si il n'est pas égal, elle va rester à 0. D'accord? Et il va faire ça jusqu'à 10. Il va tester, lire jusqu'à 10. Et en sortie, quand je sors de la boucle, il va tester cette variable indicatrice si elle vaut 1. Alors, ça veut dire que la valeur moins 45 est parmi les 10 valeurs. Si elle est restée à 0, comme je l'ai initialisé au départ, ça veut dire que la valeur moins 45 n'est pas dans les 10 valeurs. Et il me semble aussi que pour ça, j'ai le code qui est prêt. Comment je l'ai appelé? Il devait y avoir un 40, voilà, il devait y avoir un 45 pour que je puisse me rappeler. Alors, exactement le même code qu'on va exécuter ensemble. Là, je vais faire de sorte qu'il n'y ait pas de 45. 10 valeurs dans lesquelles il n'y a pas de moins 45, je veux dire. N'importe, hein. Voilà. 50. Ouais, bon. On va voir. Bon, la valeur moins 45 n'est pas parmi les... Et je vais refaire le même traitement avec 45 qui existe parmi la série de nombres que je donne. 10. Moins 45. Allez, je m'arrange pour qu'il existe. Je cherche pas trop. Là. Et la valeur moins 45 est parmi les 10 valeurs. Très bien. Chapeau mon programme. Voilà, très simple, il n'y a pas grand chose. Et je continue donc. Vous pouvez toujours programmer ces petits exemples, hein, pour juste retenir comment manipuler la boucle for. Il y a d'autres exemples que je voulais faire, mais bon, je les réserve pour le TD. J'ai un exercice 3. Étant donné un nombre entier positif, écrire le programme C qui permet d'afficher les diviseurs de ce nombre. Ça, c'est un exercice qui est très très intéressant. C'est-à-dire, on lit un nombre n en entrée et on voudrait afficher les diviseurs de ce nombre, c'est-à-dire les nombres qui le divisent. D'accord? Alors,
je vais lire donc un nombre une seule fois, bien sûr, je vais lire ce nombre. Donc après je vais faire quoi? Je vais afficher ces diviseurs, les diviseurs de n, de ce nombre là que je viens de lire. Je vais faire une boucle. L'astuce c'est quoi? C'est d'ouvrir une boucle de 1 jusqu'à n, c'est à dire le i va aller jusqu'à de 1 jusqu'à n compris, hein. Il va aussi tester ce nombre, c'est à dire si ce nombre là, alors si n% i, le reste de n par i c'est 0, le nombre, on va dire le nombre qui vient d'être utilisé, la valeur de i qui vient d'être utilisée, qui a donné un reste nul, c'est un diviseur de n. D'accord? Donc il va afficher même n lui-même, hein, parce que n est compris, donc même n il va se diviser par lui-même aussi. Donc on va voir aussi afficher comme quoi si le nombre que je viens de lire est 10, et je vais trouver que 10 est aussi un diviseur de 10. D'accord? Donc voilà. Donc si j'ai toujours ce code là, je vais voir, hein. On va tester. Alors je l'ai appelé diviseur, il me semble. Voilà, il est là, diviseur. Alors je vais lire un nombre et automatiquement il va m'afficher. Je vais essayer de donner un nombre qui est grand quand même. Bon, pas très grand, mais juste grand, hein. 122. Allez, on va voir si il va m'afficher. Oui, il m'affiche des diviseurs, c'est 1, c'est normal, d'accord. 2, 61 et 122 lui-même, d'accord. Je vais prendre un autre nombre, 100. Allez, on va aller pour 100. 100. Alors, je vais donner 100. Alors, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. Bon, on est gâté avec 100. Il y a pas mal de diviseurs, hein, d'accord. Voilà, voilà. On peut tester, par exemple, qu'un nombre qui n'a pas de diviseur et qui se divise par lui-même et l'unité. Hein, on va voir. Par exemple, 7 ou 11. Allez, je vais lancer pour 11. 11. Oui, effectivement, parce que 11 est un nombre premier, comme 7 aussi. D'accord? Voilà, voilà. Donc, on passe à la suite. Vous avez un code que vous pouvez tester vous-même aussi, programmer et tester. Alors, un autre exercice supplémentaire qui ne fait pas partie de la fiche de TD que j'ai ajouté ici. Étant donné un nombre entier positif, écrire le programme C qui permet de vérifier s'il est premier. Bon, ça ressemble un petit peu, mais là, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, on voudrait avoir tout vérifié si un nombre que je viens de lire par clavier est premier. Et premier s'il se divise uniquement par lui-même et par l'unité. Si je lui trouve un autre diviseur que lui-même et l'unité, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Alors je vais le lire. Tout simplement, j'ai utilisé une variable indicatrice ici qui me dit s'il est premier ou pas. C'est elle qui va m'informer. Alors si elle reste à 0, ça veut dire que il est premier. Si elle devient 1, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Voilà. La preuve ici. Quand IND devient 1, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. D'accord? Alors, je lis n et j'ouvre une boucle. Bon, c'est pas la peine de la diviser par l'unité, par 1, hein, d'accord? C'est de 2 jusqu'à n-1 en fait. C'est-à-dire je ne vais pas diviser par n lui-même ni par l'unité. Je cherche parmi les autres nombres, c'est-à-dire de 2 jusqu'à n-1. Ok? Si je trouve que 1 parmi ces, ou au moins 1 parmi ces nombres de 2 jusqu'à n-1 le divise, donc ça veut dire qu'il n'est pas premier. Donc ma boucle elle va de 2 jusqu'à n-1, elle n'arrive pas à n. Le nombre que je viens de lire c'est n en fait. Donc elle va de 2 jusqu'à n-1. J'aurais pu mettre la condition i inférieure ou égale à n-1 parce qu'elle n'arrive pas à n. D'accord? Et là, je vais tester si n
est divisible par i, c'est-à-dire s'il a un reste nul, d'accord? Si je trouve que le reste est nul, ça veut dire que le nombre que je viens de lire n'est pas premier, je sors. Il suffit que je trouve un diviseur. Là, vous avez encore un exemple avec Black. Hein. Il suffit que je trouve un diviseur, je sors. Si je trouve au moins un, alors ça veut dire qu'il n'est pas premier. Voilà. Et du coup, je me dis, c'est pas la peine de continuer. J'ai trouvé un diviseur, au moins un diviseur. Et donc, je ne continuerai que si je trouve que le reste n'est pas nul. Hein. Si le reste n'est pas nul, je continue à chercher lequel des nombres i va être un diviseur de ce nombre n. D'accord? Le i varie de 2 jusqu'à n-1. Voilà, je continue jusqu'à ce que j'arrive à n-1. Je sors. Si la variable indicatrice est devenue 1, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Parce que j'aurais trouvé au moins un diviseur. D'accord? Si par contre elle est restée à 0, elle n'a pas bougé, hein, tel que je l'ai initialisé, hein, je vais dire que le nombre que je viens de lire est premier. Voyons l'exemple en code. D'accord? Voilà, je l'ai appelé, comment j'ai pu l'appeler premier. Voilà, je l'ai appelé premier. Ok, c'est le même code. Hein. J'abandonne par break si je trouve que il y a un seul diviseur déjà, je sors. D'accord, c'est pas la peine que je continue à voir les autres. Ok, je vais exécuter. Alors mon nombre, bon, bien sûr que je sais qu'il n'est pas premier, mais bon, je vais voir. 124 n'est pas premier parce qu'il a un diviseur. C'est vrai qu'il n'est pas premier, il a un diviseur au moins 2. C'est vrai parce que je commence par 2 et 2 est lui-même diviseur, donc déjà il sort, le bec le fait sortir. Alors je vais prendre un 7. Allez, 7 il est premier, donc je vais prendre 7. Le nombre 7 est premier, voilà, il ment pas, il a raison, voilà, et on continue. Ça, c'est les petits exemples que j'ai donnés, mais bon, je pourrais vous donner d'autres, et encore plus compliqués hein, par la suite. Voilà, donc, j'espère que j'ai été, bon, j'ai pu éclaircir certains points, pas tous, je suis sûre, il en reste. Mais vous aurez la suite sur des prochaines vidéos, la suite du cours d'ailleurs, des résumés du cours on va dire, sur les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me poser vos questions sur le mail asd.usto, d'accord, ou par Skype, je reste toujours accessible. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Le prochain cours sera sur les tableaux, mais je pourrais vous rajouter d'autres exemples. Que ce soit sur les boucles, la boucle tant que, la boucle faire tant que, le for, les if, les switch, donc autant d'exemples que vous voulez pour que ce soit clair pour vous. Donc merci et à très bientôt.